Et on est devant un grand blocage de la mémoire, de l'histoire. Il y a un certain nombre de gens, en particulier dans les milieux politiques, mais aussi dans les milieux médiatiques, dans les milieux historiques, qui refusent tout simplement de tirer les leçons, de faire les constats que font tous les historiens un peu sérieux de l'expérience stalinienne. Donc là, il y a véritablement un blocage, et d'ailleurs, c'est un énorme problème pour toute l'Europe, à cause de la réunification européenne. Il y a vraiment une fracture, je dirais, dans l'histoire et la mémoire européenne du XXe siècle sur cette question du communisme. Quelle est cette fracture? On est actuellement en Europe confronté à ce problème d'une espèce de mémoire glorieuse du communisme qui repose dans chaque pays sur une histoire, le Front populaire, la résistance, la guerre d'Espagne. Et c'est une véritable fracture entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Autant la réunification européenne se fait bien au niveau administratif, politique, économique, etc., autant sur le plan de la réconciliation des deux Europes, ce problème du communisme est au milieu. Et tant qu'on n'aura pas clairement condamné les crimes qui sont des crimes contre l'humanité, il faut quand même le dire très clairement, quand ça n'est pas carrément du génocide. Bon, pour certains cas, eh bien, on sera dans cette situation. Alors, 20 ans après la chute du mur de Berlin, est-ce que le temps est-il venu enfin d'avoir un débat dépassionné, surtout dans les pays, dans les ex-pays communistes d'Europe de l'Est? C'est le problème du conflit entre histoire et mémoire. Bon, la mémoire, c'est un phénomène qui renvoie à l'identité des personnes. L'histoire, c'est tout à fait autre chose. L'histoire, c'est un processus de connaissance, qui en principe doit être déconnecté de tous ces enjeux, de toutes ces passions identitaires. Donc on découvre de plus en plus la réalité effective de ce type de régime, qui bien souvent dépasse très largement même ce que les anticommunistes les plus acharnés pouvaient dire. Et évidemment, ça heurte fortement la mémoire de millions de gens, parce que comme vous le savez, en France, il y a des millions de gens qui ont été communistes. Donc ils ont énormément de mal à admettre qu'ils ont pu soutenir un régime ou un type de régime aussi atroce. Vous parliez de ce travail historique qui se couple aussi au devoir de mémoire que chaque peuple effectue sur lui-même. Aujourd'hui, ce travail de mémoire, il est plus le fait des Européens de l'Ouest ou des Européens de l'Est? Il est beaucoup plus le fait des Européens de l'Est parce qu'ils sont, évidemment, ils sont directement concernés. C'est eux qui ont eu à subir 50 ans de communisme, surtout quand vous prenez des pays comme les États baltes, par exemple, qui ont été annexés justement dans le cadre de l'alliance Hitler-Staline. En juin 40, Staline a tout simplement annexé les 3 États baltes. Et là encore, on est dans une affaire de mémoire qui est très intéressante, puisque les Soviétiques ont toujours prétendu, surtout après 1945, qu'ils avaient libéré, entre guillemets, les États baltes du fascisme. Mais pour les Baltes, il n'y a pas eu de libération, il y a eu occupation. Mais évidemment, quand en France on dit libération, évidemment tout le monde pense à la libération de 1944 et donc à quelque chose de très positif. Donc vous le voyez, même au niveau de la sémantique, on est dans des problèmes compliqués. Mais peut-on vraiment mettre sur un même pied les victimes du fascisme et les victimes du stalinisme? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de confusion entre les deux? Il ne s'agit pas de mettre un signe d'égalité, mais il s'agit de bien comprendre qu'il s'agit du même type de régime et que, évidemment, les victimes sont des victimes de même type. C'est-à-dire, ce sont des victimes de régimes totalitaires qui reposent sur le principe de la guerre civile, à la différence de la démocratie. C'est quand même la base des régimes totalitaires. On instaure la guerre civile permanente. Et les gens qui ne sont pas d'accord sont persécutés violemment. Ça s'appelle tout simplement la terreur comme moyen de gouvernement. C'est malheureusement la grande spécificité du XXe siècle d'avoir inventé ce type de régime. La Slovénie, comme d'autres nations européennes, a connu la violence des deux régimes, fascistes d'abord, puis communistes. Si dans la conscience nationale le fascisme a été condamné sans équivoque, on ne peut pas en dire autant du communisme. Longtemps au pouvoir en Slovénie, celui-ci a su dissimuler son vrai visage, estiment les évêques slovènes, qui déplorent même une certaine tendance à réhabiliter le passé communiste et ses responsables et à relativiser l'horreur de ses crimes, comme le prouve le choix de donner le nom du maréchal Tito à l'artère principale de Ljubljana. C'est une offense aux victimes du totalitarisme communiste, s'insurge la commission Justice et Paix, à celles qui ont été tuées pendant et après la guerre, aux victimes des procès politiques, des camps d'extermination, à ceux qui ont subi des injustices, qui ont été discriminés ou exclus parce qu'ils refusaient d'adhérer à l'idéologie. La commission épiscopale slovène rappelle que les droits humains ont été violés sous le régime communiste, tout comme les principes démocratiques de base. Elle demande que toute la lumière soit faite sur la découverte dans une forêt de fosses communes où plus de 15 000 victimes de l'ancien régime communiste auraient été enterrées. Elle invite les médias à abandonner le langage agressif hérité des idéologies totalitaires qui ne favorisent pas la paix sociale. Elle souhaite que la commémoration du 23 août favorise une réconciliation fondée sur la vérité. Moi qui ne suis pas du tout catholique,
catholique, mais néanmoins, il faut quand même rappeler qu'effectivement, en mars 1937, le pape Pie XI avait donné 2 encycliques, une sur le nazisme et une sur le communisme, qui condamnaient très radicalement ces 2 régimes, et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire comme régime anti-humain. Je sais bien que là aussi, ça dérange beaucoup à gauche quand on dit il y a un pape qui très tôt avait déjà bien compris la chose et avait condamné les deux systèmes de manière équivalente. Bon, mais c'est une réalité. Et de ce point de vue-là, le pape Pie XI avait quand même très clairement mis les choses au point et prévenu d'une certaine manière. Donc là encore, il y a des leçons à prendre, et surtout quand on pense à Jean-Paul II, qui a quand même été lui aussi un des acteurs de l'effondrement du communisme en 89. Dès l'invasion de la Tchécoslovaquie, conscient de l'aspect totalitaire du régime hitlérien, Pie XII avait tenté d'empêcher la guerre par des actions diplomatiques personnelles. Alors que du côté français, on estimait que le Vatican devait se cantonner au niveau des principes, le gouvernement britannique, lui, n'excluait pas une initiative diplomatique du Saint-Siège. Le chargé d'affaires britannique auprès du Vatican, Sir Francis Osborne, était protestant, mais il était fasciné par la personnalité du pape Pacelli. C'est aussi peut-être sous son influence que Pie XII prononça sa célèbre allocution depuis Castel Gandolfo sur les ondes de Radio Vatican le soir du 24 août 1939. Le péril est imminent, mais il est encore temps. Rien n'est perdu avec la paix. Tout peut l'être avec la guerre. Eugenio Pacelli avait été créé cardinal 10 ans plus tôt, puis nommé secrétaire d'État pendant 9 ans, à une époque caractérisée par les totalitarismes. On sait maintenant que le futur Pie XII, germanophone et lucide anti-nazi de la première heure, a été l'un des principaux rédacteurs de Mitbrennender Sorge, l'encyclique de Pie XI contre le nazisme. Le directeur de l'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, lui-même historien, a publié au début de l'été un ouvrage qui rend justice à l'action de ce pape, éclipsé par une légende noire orchestrée par la propagande soviétique à l'époque de la guerre froide. Le pape a toujours été anticommuniste, mais en même temps, Pacelli était également, et plus encore, j'oserais dire, opposé au nazisme. Il n'y a rien à cacher sur l'action du pape et du Saint-Siège pendant la Seconde Guerre mondiale. La documentation immense qui est déjà disponible, et j'en suis convaincu, la documentation qui s'ouvrira rendra justice à Pie XII et à son Église. Devenu pape à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Pie XII proposa dès le 3 mai 1939 aux grandes puissances le projet d'une conférence pour trouver un compromis à la crise germano-polonaise. Ce projet fut le premier d'une série de tentatives infructueuses visant à préserver la paix mondiale. Suite au pacte Ribbentrop-Molotov du 23 août, le Saint-Siège comprit qu'il serait difficile d'empêcher le déclenchement d'un conflit armé. L'appel du 24 août porta des fruits car Hitler retarda son attaque prévue pour la nuit du 25 au 26, mais ce ne fut hélas qu'un sursis. Il faut d'abord rappeler que Pie XII est élu pape le 2 mars 1939, soit à peu près 6 mois avant le déclenchement de la guerre. Et donc, dès son élection, le Vatican, le Saint-Siège, a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour tenter d'empêcher le déclenchement de cette guerre. L'idée était de proposer la convocation d'une nouvelle conférence de paix à 5 entre les grandes puissances de l'époque pour précisément éviter une nouvelle agression de l'Allemagne hitlérienne. Et lorsqu'il a compris qu'il n'y avait plus grand espoir au niveau diplomatique, il a lancé son fameux appel sur les ondes de Radio Vatican du 24 août avec cette fameuse phrase « Rien n'est perdu avec la paix, tout peut l'être avec la guerre », qui était un appel à la raison, au fond, lancé au lendemain de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, qui marquait la convergence des deux totalitarismes, nazis et communistes, que le pape, le Saint-Siège, Pie XI, avait solennellement condamné 2 ans auparavant. Donc c'est à la suite de ce pacte que le Saint-Siège comprend effectivement qu'il ne peut plus arrêter la guerre, c'est bien ça? Oui, c'est un ultime appel désespéré à la raison des gouvernants pour tenter d'éviter l'irréparable, c'est-à-dire le déclenchement d'une nouvelle guerre qui serait une véritable catastrophe pour l'Europe et pour le monde. Alors entre cet appel et le 1er septembre, il ne se passe plus rien du côté du Saint-Siège. Le Saint-Siège ne fera plus de démarche. Je crois qu'à ce moment-là, le Vatican, Pie XII, a compris qu'au fond, l'heure de la diplomatie, malheureusement, était passée.
et qu'il fallait tenter de faire tout ce qu'il était possible pour enfin sauvegarder en tout cas l'existence de l'Église. Quelle sera la démarche suivante du Saint-Siège et quand va-t-elle intervenir? Ben à partir de ce moment-là, je crois que Pie XII a compris, donc il faut peut-être revenir un peu en arrière, il avait été, durant la Première Guerre mondiale, l'un des principaux collaborateurs du pape Benoît XV. Et donc il avait vécu déjà comme diplomate du Saint-Siège cette immense tragédie qu'avait été la Première Guerre mondiale. Et je crois qu'il en avait tiré des enseignements. Le premier était qu'il ne servait à rien de prendre des initiatives si les gouvernements n'étaient pas demandeurs, au fond, parce que ça ne pouvait conduire qu'à un échec. Et il faut rappeler ici l'échec qui avait été l'initiative de paix de Benoît XV en 1917. Donc il y a cette idée de ne pas répéter les erreurs du passé. Mais en même temps, il y a quand même une profonde continuité de la politique vaticane, en ce sens que Pie XII, dès le début du conflit, affirme très clairement l'impartialité du Saint-Siège. Au fond, l'impossibilité pour le Vatican de prendre parti clairement dans cette guerre. Et ce qui veut dire très clairement aussi l'impossibilité de désigner nommément les coupables, les agresseurs. Ce qui aurait été immédiatement considéré ou pris précisément comme une prise de position du Saint-Siège dans le conflit. C'est là tout le drame de Pie XII durant la guerre, cette impossibilité de dire les choses telles qu'elles étaient. Oui, justement, c'est le reproche qu'on lui a fait et qu'on lui fait depuis quelques années. Oui, c'est toute la question des fameux silences de Pie XII durant la guerre. Ce qui fait que Pie XII n'a pas condamné très clairement l'agression allemande contre la Pologne. Il s'est contenté d'exprimer des paroles de compassion pour la Pologne, pour les Polonais, recevant une délégation de réfugiés polonais à fin septembre. Et ces paroles ont suscité une certaine déception, évidemment, dans les milieux polonais, mais au-delà aussi dans les chancelleries occidentales. Et c'est à ce moment-là que l'Osservatore Romano a publié un article qui expliquait très clairement que le langage du Saint-Siège, du Père commun, du Saint-Père ne pouvait être celui de n'importe quel chef de guerre, de n'importe quel chef même d'une église locale, qu'il était au fond tenu à une certaine réserve, en raison même de son rôle, de sa fonction de chef suprême, de Père commun de tous les fidèles, et comme tel responsable aussi des millions de catholiques allemands. Quand on pose la question, quand on demande à certains historiens qu'a fait le Saint-Siège au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, on s'entend parfois répondre « rien ». Rien, oui et non, dans le sens que je l'ai rappelé, je viens de le rappeler. Dès son élection, Pie XII a quand même fait tout ce qui était en son pouvoir, mobiliser toutes les ressources de la diplomatie vaticane pour tenter d'arrêter cette spirale qui a conduit au déclenchement de la guerre. Mais il est vrai qu'une fois le conflit engagé, la marge de manœuvre de la diplomatie vaticane était quand même assez faible. Et la priorité était, j'allais dire, d'ordre pastoral. Il s'agissait de défendre l'Église comme telle, comme institution dans les différents pays en conflit. Sans parler, bien sûr, de tout le volet humanitaire de l'action du Saint-Siège, qui a été aussi une part importante de son action pendant la guerre. Est-il vrai également qu'une des priorités de Pie XII et du Saint-Siège, après donc le 1er septembre 1939, a été d'empêcher que l'Italie, à son tour, ne soit impliquée dans cette guerre? Oui, alors là, absolument. Le Saint-Siège, et Pie XII en particulier, a manifesté très clairement son attachement à la neutralité italienne, n'hésitant pas à se rendre lui-même au Quirinal en décembre 1939, pour rendre visite au souverain italien et rappelant à cette occasion le bien fondé du choix de l'Italie de rester en dehors du conflit. Et donc il n'a cessé jusqu'à la décision finale de l'Italie de Mussolini d'entrer dans le conflit en juin 1940 de manifester cet attachement en espérant que finalement l'Italie pourrait rester en dehors de la guerre. Il a peut-être donné l'impression d'avoir peut-être une sympathie excessive en tant qu'Italien, évidemment, pour l'Italie, comme si c'était son principal souci. C'est j'imagine, une interprétation erronée. Il est évident que pour Pie XII, comme pour son prédécesseur, étant italien, il y a tout un attachement à la nation italienne. L'Italie restait le jardin de l'Église, comme on dit. Mais il y avait aussi cette préoccupation que l'Italie entrant dans le conflit, le Saint-Siège, précisément, l'indépendance du Saint-Siège ne soit remise en cause et qu'il devienne beaucoup plus difficile de maintenir une attitude de neutralité ou d'impartialité, étant donné la position géographique du Vatican, au cœur même de l'Italie et de Rome en particulier. Même si de ce point de vue, la situation était
meilleure, disons, qu'elle ne l'était durant la Première Guerre mondiale, puisqu'entre deux avaient été signés les fameux accords du Latran qui garantissaient, qui donnaient quand même des garanties juridiques au Saint-Siège de ce point de vue en cas de conflit. Professeur Chenot, vous avez consacré un de vos ouvrages, un de vos principaux ouvrages justement à ces silences de Pie XII et à les expliquer pourquoi on ne les avait pas compris. Bon, on ne va pas revenir sur toute l'affaire, mais aujourd'hui, au moment où on célèbre justement le 70e anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on constate un changement, un tournant peut-être vis-à-vis de Pie XII? Est-ce qu'on commence à mieux le comprendre, à mieux le connaître ou non? Quelle est votre impression? Bon, j'ai quand même l'impression que malgré tout, malgré ces polémiques récurrentes concernant son action durant la guerre, le travail des historiens fait son chemin et que finalement on arrive quand même à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses qui aujourd'hui apparaissent tout de même irréfutables. Qu'il s'agisse de son rôle comme, il faut peut-être le rappeler aussi, lorsqu'il est élu en 1939, il est le secrétaire d'État du pape Pie XI. Il l'a été depuis le début des années 30. Donc le chef en quelque sorte de la diplomatie vaticane durant les années 30. Et c'est lui qui a conduit la politique du Saint-Siège durant ces années, en particulier à l'égard de l'Allemagne nazie. Et son rôle notamment dans la rédaction de la fameuse encyclique Mitbrennender Sorge condamnant le nazisme en mars 1937 est aujourd'hui clairement établi et n'est pas remis en question par personne, par aucun historien digne de ce nom. De même le fait qu'il a été élu en 1939 après 3 tours seulement de scrutin en raison même du rôle qui était le sien sous le pontificat précédent. Donc il a été élu précisément parce qu'il incarnait cette continuité antitotalitaire au fond de la politique du Vatican. Voilà, le pontificat de Pie XI avait bien saisi la gravité des deux systèmes, le stalinisme et le nazisme. Absolument. Et de ce point de vue, il faut rappeler cette condamnation quasiment simultanée des deux grands systèmes totalitaires que étaient d'une part le national-socialisme et d'autre part le communisme, avec ces deux fameuses encycliques de mars 1937, Mitbrennender Sorge contre le nazisme et Divini Redemptoris contre le communisme. Ce qui était une façon de marquer au fond l'équivalence monstrueuse des deux totalitarismes. On peut dire qu'il y avait une grande lucidité de la part du Saint-Siège à l'époque. De ce point de vue-là, je pense qu'on peut le dire. Même si le Vatican, et c'est peut-être là l'une des limites qui est à la base de toutes les polémiques récurrentes concernant l'action de Pie XII durant la guerre, le Vatican a toujours cherché à maintenir une certaine distinction entre les idéologies comme telles, totalitaires, antichrétiennes, que l'on condamne fermement, et d'autre part les États comme tels avec lesquels le Saint-Siège cherchait malgré tout à maintenir de bons rapports, ne serait-ce que pour défendre l'existence de l'Église dans ces pays, en particulier en Allemagne, où l'Église était quand même une réalité importante. Encore une question, en tant qu'historien, comment est-ce que vous voyez les polémiques qui surgissent un peu partout actuellement, 70 ans après la Seconde Guerre mondiale? On voit des tensions au sujet des responsabilités entre l'Allemagne et la Russie, une volonté de la part du pouvoir russe de réhabiliter d'une certaine manière le stalinisme et d'accabler l'Allemagne. On a l'impression que 70 ans après, toutes les blessures n'ont pas été guéries et qu'il y a des tensions, des ressentiments qui existent encore. En tant qu'historien, vous avez un sentiment à ce sujet? Certainement qu'il y a il y a des tensions qui prouvent que un travail en tout cas entre l'Allemagne et la Russie, tout un travail de clarification, de purification de la mémoire, comme disait Jean-Paul II, qui n'a pas été fait, alors même qu'il a été fait de manière exemplaire entre la France et l'Allemagne, ce qui a permis la construction de l'Europe unie, de l'Union européenne. Mais les déclarations de Poutine ne m'étonnent pas plus que cela, parce que c'est au fond un homme du sérail, un officier du KGB, et donc il incarne malgré lui une certaine continuité.
Oui, on a vu quand même que les opinions publiques aussi n'étaient pas prêtes à mettre sur un même pied d'égalité le nazisme et le communisme, en tous les cas le stalinisme, puisque l'initiative de l'OSCE de convoquer une journée de la mémoire pour les victimes des deux régimes totalitaires n'a pas suscité un grand enthousiasme. Donc c'est comme si on avait du mal à mettre le nazisme sur le même plan que Oui, tout mais autre. je crois qu'on retrouve ça aussi au niveau de la production des historiens. Il y a en tout cas même des historiens, j'entends de l'Église, une attention beaucoup plus grande à la question du nazisme, etc., qu'à la question du communisme. Et c'est en partie pour cela aussi que j'ai voulu écrire ce livre. Moi, pour ma part, je suis quand même assez attaché à cette notion de totalitarisme et qui montre au fond d'abord aussi les convergences entre ces deux systèmes et ces deux idéologies. Et je crois que ça a été le cas aussi du Vatican sous Pie XI dans les années 30 et d'autres auteurs catholiques qui ont manifesté une grande lucidité dans l'analyse de ces systèmes dès cette époque. Je vous remercie. Merci. Il condamne les persécutions religieuses, mais on se demande ce qu'il fait des autres persécutions. Mais bon, une fois ce point passé, on peut évidemment penser que c'est en relation avec le rapprochement qui a maintenant lieu depuis plusieurs années entre l'Église orthodoxe russe et le pouvoir de M. Poutine et de M. Medvedev. C'est donc un geste du pouvoir russe qui, rappelons-le, est quand même largement détenu par des anciens du KGB, c'est-à-dire de précisément l'institution de police politique soviétique qui a persécuté pendant des dizaines d'années l'Église orthodoxe, et pas seulement l'Église orthodoxe bien entendu, les gréco-catholiques aussi, mais surtout l'Église orthodoxe, qui fait que, bon, peut-être que le pouvoir s'est senti obligé de faire ce geste symbolique dans le cadre de son rapprochement tout à fait net avec l'Église orthodoxe. On peut s'attendre à ce que ce soit une première étape et que la Russie accepte aujourd'hui de relire son histoire? Personnellement, je ne crois pas du tout, dans la situation actuelle, qu'on aille vers une reconnaissance officielle et conséquente des crimes de la période communiste. Une position conséquente, ce serait tout simplement d'ouvrir les archives. Or, les archives du KGB sont très largement fermées, les archives de l'Armée rouge sont très largement fermées, et surtout, Medvedev et Poutine ont fait voter une nouvelle loi par la Douma, qui condamne jusqu'à 4 ans de prison les gens qui seraient ce qu'ils appellent les falsificateurs de l'histoire. Or, l'expression falsificateur de l'histoire, c'est une expression tout à fait traditionnelle de la période stalinienne. Donc, vous voyez, je suis peu optimiste sur ce plan pour l'instant. En même temps, le président russe a montré des signes d'ouverture. Il a donc condamné ces persécutions religieuses sous Staline. Il a également déclaré que l'effondrement de l'URSS n'était pas la plus grande catastrophe du XXe siècle, mais il a aussi virulemment critiqué l'état de la démocratie et de l'économie dans son pays. Medvedev a effectivement fait tous les signes que vous venez d'indiquer, qui sont plutôt, je dirais, des signes d'ouverture. Est-ce que c'est, entre guillemets, de la poudre aux yeux pour faire des relations publiques avec l'Occident et obtenir des avantages de l'Occident? Est-ce que c'est un vrai message du président Medvedev, ce qui est possible aussi? Mais à supposer que ce soit ça, quels sont ses moyens de passer à l'action? Et ça risque d'être très difficile, parce qu'il va se heurter, bien entendu, à des coteries, à des clans qui sont des clans mafieux. Moi, personnellement, je ne suis pas très optimiste, parce qu'on voit très bien que ce sont les gens les plus durs du KGB qui ont repris les choses en main. Il y a vraiment beaucoup de signaux qui ne vont pas dans le sens de l'ouverture et du message de Medvedev. Quelle est aujourd'hui l'urgence pour le pays? Elle est d'abord sur le plan politique, parce que pour l'instant, la phase semi-démocratique qu'avait connue la Russie dans les années 89-92 à peu près, cette phase a été supprimée. Il est très clair que nous avons en Russie un parti pratiquement unique, le parti de Poutine. Le pouvoir s'empare des médias. Donc ça, c'est le premier problème. La deuxième question, elle est économique, parce qu'il faut bien dire que le pouvoir russe vit actuellement d'une économie de la rente, de sa vente de gaz, de pétrole et d'autres matières premières à l'étranger. Cette économie de la rente, elle profite surtout aux mafias. Donc, est-ce que oui ou non, une partie de ces richesses va être réellement profitable pour le reste de la nation? La Russie est confrontée à un problème démocratique, à un problème économique. Va-t-elle arriver à progresser dans ce domaine? Ou bien va-t-elle retomber dans ses vieux démons? Les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre.